La faillite du système judiciaire après la mort d'Elias, 14 ans, tué à la sortie d'un stade de football pour un téléphone portable, tué par deux mineurs de 16 et 17 ans, bien connus de la justice pour des vols. On découvre qu'ils avaient été identifiés. On a eu des signaux d'alerte il y a un peu plus d'un an, a déclaré Karine Petit. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, ils étaient sous contrôle judiciaire, ils étaient tellement connus. On a appris ce matin, c'est le ministre Darmanin qui le disait, que le parquet avait recommandé que ces deux jeunes soient mis en détention et le parquet n'a pas été suivi. On est avec Gilbert Collard qui a entendu Gérald Darmanin et qui expliquait il y a un instant qu'au fond, ce qu'il propose existe déjà. Mais je voudrais peut-être qu'on écoute Gérald Darmanin avant d'écouter plus longuement Monsieur Collard. L'assassinat de ce jeune homme qui sort du foot, ça peut être tous nos enfants. Elle est évidemment ignoble et elle n'a pas d'excuses. Donc évidemment, il y a défaillance générale de la société, comme vous l'avez dit dans votre introduction, je le partage. Et puis il a rappelé le travail des juges, il parle d'éducatif, mais dans l'éducatif, sanctionner, pour moi, ça fait partie de l'éducatif. Écoutons Gérald Darmanin. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour que les Français comprennent ce qu'on raconte, le droit oblige les juges à faire d'abord de l'éducatif avant le répressif. Il y a une mesure dite d'assistance éducative qui consistait notamment à suivre un certain nombre d'éducations, de rééducations qui a manifestement manqué dans la vie de cet auteur. Manifestement, il y a eu un problème de parents, d'autorité, d'éducation de manière générale. Mais bref, la justice doit régler ce problème puisque la société n'a pas réussi à le régler. Et ce qui est scandaleux, c'est pas tellement la mesure d'assistance éducative, en fait, Monsieur Pro, de ce que j'en vois, c'est qu'elle n'a pas été respectée. Mais Gilbert Collard, le répressif, pour moi, c'est éducatif. On le mesure d'ailleurs dans nos vies privées parfois. Lorsque vous prenez une punition sur votre enfant, c'est l'éducation. Bien évidemment, mais on a toute une philosophie qui remonte à mai 68, qui privilégie une espèce de forme de pédagogie répressive, entre guillemets, qui passe, comme l'a dit Darmanin, il a raison, par l'éducatif avant le répressif. Et les jeunes délinquants se marrent. Je racontais je vous interromps parce que le son est pas bon, Gilbert. On va essayer il y a un problème avec la ligne. Je ne sais pas si vous êtes sur un téléphone portable ou pas. Et pendant qu'on rectifie un petit peu, on essaye d'arranger la ligne, on réécoute Gérald Darmanin. Je me confonds avec les Gérald et les Gilbert ce matin. Gérald Darmanin, qui est ministre de la Justice, je le rappelle, et qui parlait des centres d'éducation fermés et il y a très peu de place. Il y a aujourd'hui 140 000 mineurs qui sont grosso modo devant les procédures judiciaires, quelles qu'elles soient. C'est beaucoup, vous concentrez avec moi. Il y a 60 320 mesures en cours, donc quasiment un millier en Ile-de-France. Bon, voilà, là où malheureusement ce drame s'est déroulé. Et il y a par ailleurs 3 480 mesures d'attente d'application, c'est-à-dire que le juge s'est exprimé. Parce qu'il n'y a que 650 places de centres éducatifs fermés en France, 650 places. Pour les 140 000 mineurs que l'on suit. Alors, ils ne sont pas tous en centre éducatif fermé, bien évidemment, mais vous voyez la proportion. Et il y a un juge pour 300 gamins. Comment voulez-vous que ce magistrat, je puisse aujourd'hui lui jeter l'opprobre ? Il a parfaitement raison, il y a un problème évidemment de moyens, mais on se dit que depuis 40 ans, ceux qui gouvernent n'ont pas pris la mesure de ce qu'il fallait faire. Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, il était hier sur Europe 1 avec Cyril Hanouna, et il est revenu sur cette fermeté qu'il faut employer, et il regrette une sorte de droit au premier tabassage, dit-il. Il y a en France une sorte de droit au premier tabassage, c'est-à-dire qu'on considère que finalement la prison c'est pas bien pour les mineurs et on les laisse s'enfermer dans des parcours de plus en plus violents. C'est-à-dire que comme on les sanctionne pas dès le premier écart, eh bien on attend une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois et c'est en dernière extrémité que la sanction tombe. Bon, est-ce que Gilbert Collard est avec nous? Est-ce que la ligne est meilleure? Gilbert Collard. La ligne entre nous est rétablie. La ligne est rétablie. Bon, c'est une bonne chose. Donc, voilà. Prolongez votre raisonnement, votre discours sur le pédagogisme ou la ligne éditoriale depuis 68. Oui, voilà, depuis 1968 et bien avant. Rappelez-vous, Gilbert Cesbron, Chien perdu sans collier, les jeunes qu'on met en prison, c'est Mozart qu'on assassine. C'est toute cette philosophie qui a irrigué le droit pénal des mineurs jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, un jeune de 14 ans, il a 20 ans et on s'en rend même pas compte. Bon. En 1996, je me suis retrouvé aux côtés du docteur Bourga.
dont le fils avait été tué d'un coup de couteau pour une histoire de cigarette ou de casquette. Je me rappelle très bien le tribunal pour enfants. Quand la décision a été prononcée, 10 ans de prison, l'assassin Salim, j'ai oublié son nom, n'aura fait que 7 ans de prison. Mais ce qui m'a frappé, c'est ce que m'ont raconté les policiers qui ont raccompagné l'assassin des geôles jusqu'à sa cellule. C'est qu'il se marrait. Ils m'ont dit, ils me l'ont raconté. Il s'est marré. Il a rigolé de ce que le président lui a dit. Avant de le renvoyer dans sa cellule, le président lui a dit « Et surtout, ne recommencez pas. Ne poignardez plus personne. » L'assassin, qui avait 15 ans, était mort de rire. Voilà, bon, sur la justice des délinquants, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous et qu'est-ce qui se fait dans d'autres justices au monde? La bonne méthode, si vous voulez, alors on pourrait commencer par le narcotrafic, c'est-à-dire supprimer tout le droit des mineurs en matière de narcotrafic. Un guetteur qui a 14 ans, on ne tient pas compte de sa minorité. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le narcotrafic utilise les mineurs en raison même du fait qu'ils ont des diminutions de peine et qu'ils échappent même par le principe éducatif à la peine. Donc, on prend des dealers mineurs parce qu'on sait que la peine sera amoindrie, voire inexistante. On prend des guetteurs mineurs parce qu'on sait que les peines seront allégées. Il y a donc un véritable trafic dû à l'état de la loi des mineurs sur l'usage du narcotrafic. Il faut qu'en matière de trafic de stupéfiants, il n'y ait plus aucun droit des mineurs. Terminé. Il n'y a plus aucune excuse atténuante de minorité, il n'y a plus de tribunal pour enfants, il n'y a plus de passage par le système éducatif, il y a la punition. Et c'est comme ça qu'on arrivera à détourner les mineurs du trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, ils sont véritablement un prolétariat qu'utilise le narcotrafic. Bon, j'ai interrogé plusieurs fois le ministre de la Justice sur le syndicat de la magistrature. J'ai vu chez lui une volonté de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Il fait de la politique et je le comprends, puisqu'il va être au contact de ces magistrats. D'ailleurs, je crois qu'il était avec eux en fin de matinée. Est-ce que j'ai surinterprété d'une certaine manière ce poids des magistrats, du syndicat de la magistrature, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un frein à la politique pénale que M. Darmanin veut mettre en place? Oui, parce qu'il y a une idéologie. Il y a une idéologie qui est 68arde. Alors ils vont peut-être... Alors, vous comprenez, moi le syndicalisme judiciaire, je suis pour, bien évidemment, mais à condition qu'ils défendent les intérêts syndicaux, pas qu'ils fassent de la politique. Or là, Darmanin va se heurter à des magistrats qui vont, par exemple, à la fête de l'humanité et qui confondent la politique avec la justice. J'entends bien, mais est-ce que c'est majoritaire, est-ce que c'est minoritaire, est-ce que c'est important, est-ce que c'est un frein ou pas, ou est-ce que c'est de moins en moins majoritaire dans la magistrature, de moins en moins. Il y a de plus en plus de magistrats qui prennent conscience de la réalité qui nous entoure. Non, je crois qu'il faut arrêter de considérer que la magistrature ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Ils vivent comme nous, ils regardent la télé comme nous, ils ont des gosses qui partent jouer au foot et ils s'inquiètent comme nous. Bon. Comment vous expliquez qu'il y ait si peu de moyens? C'est-à-dire que lorsqu'on compare un magistrat à un parquet, je crois qu'on avait reçu le procureur de Meaux qui nous disait, j'ai 17 magistrats, je crois qu'en Allemagne, il y en aurait 35 pour la même superficie de terrain. Comment vous expliquez ça? C'est tout simplement, ça a été une volonté vraiment politique? Ça a été une volonté de donner peu de moyens à la justice, ou bon, ça s'est fait comme ça, parce que la justice est le parent pauvre, et puis on l'a oublié? Je n'arrive pas à comprendre précisément, et vous qui avez suivi ça depuis 1981, forcément, vous avez peut-être un regard sur cette justice. Oui, alors une anecdote rapide. Hein. J'avais écrit à un président de chambre pour lui demander le renvoi d'une affaire. Il m'avait répondu sur ma lettre, au dos, en me mettant « Veuillez m'excuser, mais on n'a plus de papier ». Vous vous rendez compte? Oui, j'ai gardé le... Bien sûr. Voilà. Et c'était quand, ça?
Oh, c'était il y a 10 ans, 12 ans, 13 ans peut-être. Mais comment vous Veuillez l'expliquez? m'excuser. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. La France est un pays riche, a priori. Les Français et les entreprises payent Richement endetté, vous voulez dire. Oui, mais les Français payent des impôts comme ils n'en payent nulle part au monde Nulle part personne. ailleurs, ouais. En fait, le régalien, vous entrez dans un commissariat, vous êtes surpris des moyens de ce commissariat, vous entrez dans un palais de justice et vous vous apercevez que les uns et les autres n'ont pas les moyens. Gilbert Collard est là et on parlait de la justice il y a un instant, mais Jean-François Copé est également là et c'est intéressant d'entendre Jean-François Copé qui est le maire de Meaux. Et ce matin, j'écoutais bonjour Monsieur Copé. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Ce matin, j'étais avec Gérald Darmanin. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview sur Europe 1 et sur CNews, mais Gérald Darmanin explique que rien n'a été fait sur la justice en termes de moyens depuis des années et qu'elle est démunie. Alors que lui ai-je dit? Je lui ai dit, mais ceux qui nous ont dirigés ont fait n'importe quoi, avec le sens de la nuance qui me caractérise, Monsieur Copé. Mais c'est vrai que quand on en arrive à expliquer qu'il y a peu ou pas de moyens, que vous avez 650 places simplement dans des centres éducatifs fermés, que un juge, disait Monsieur Darmanin, a 300 ou 400 jeunes qu'il doit gérer, 300 ou 400 jeunes dossiers qu'il doit gérer, on se dit que ceux qui dirigent ce pays depuis 40 ans ont fait n'importe quoi et ont fait le procès évidemment aux hommes politiques. Jean-François Copé, comme vous avez participé à quelques ministères, ben ça retombe sur vous, Monsieur Copé. Si vous voulez. Mais enfin, en tout cas, je vous donne raison. Je vous donne raison. Pour une raison simple, c'est que malheureusement, depuis ces dernières années, alors c'est pas 40 ans, c'est pas tout à fait exact en fait, mais depuis en tout cas une bonne quinzaine d'années, il y a un recul évident sur ce qu'on appelle, pour aller vite, le régalien, bien sûr. Et donc les questions de sécurité et de justice ont été bien souvent les parents pauvres, pour des raisons idéologiques ou des raisons de peur du candidaton de gauche. Bon, voilà, il faut appeler les choses par leur nom. Donc nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Moi, je fais partie des maires directement engagés sur ces questions, vous le savez. Je pense qu'il y a un virage politique, c'est pas tellement idéologique, parce que moi je déteste les idéologies, je pense surtout à un virage politique, c'est-à-dire de dire une bonne fois pour toutes, on ne peut pas continuer comme ça, il faut des lois, des moyens, et donc ça veut dire que si on veut mettre des lois, il faut avoir le courage de dire que tant qu'on n'aura pas de majorité à l'Assemblée, on n'y arrivera pas, on a eu ce débat vous et moi déjà, donc il faut remettre à plat la donne politique complète, et deuxièmement, il faut des moyens, et pour avoir des moyens, il faut en prendre ailleurs, parce qu'on ne peut pas continuer de faire des déficits. Et je pense qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre, elle est sur le social. Nous dépensons dans le domaine social de manière totalement incontrôlée. Nous ne produisons pas assez de travail dans ce pays, vous le savez, tous les économistes le disent par rapport aux autres pays européens, et c'est avec ça qu'on dégagerait des moyens pour financer la priorité absolue, qui est la remise en ordre du pays. Enfin, voilà, on le sait, moi je fais partie des gens qui le disent haut et fort depuis des années, dans le désert, il faut bien le dire, parmi les responsables politiques, on n'est pas très nombreux, et on doit être capable de tenir ce discours sans pour autant être traité d'extrémiste. C'est tout notre sujet. Jean-François Copé est avec nous sur l'antenne d'Europe 1, il est 11h49. Vous avez peut-être écouté ce mot de submersion qui est très commenté forcément ce matin. Oui, Mais je disais là aussi ce matin encore à Monsieur Darmanin, entre submersion et grand remplacement, il y a une feuille de cigarette. C'est-à-dire que tous ceux qui ont parlé de grand remplacement, alors évidemment c'est pas dans toute la France, mais quand même dans certains territoires, qui ont constaté que parfois il n'y avait pas les mêmes mœurs, la même religion bien évidemment, les mêmes habits, les mêmes nourritures, le vivre ensemble devenait compliqué parce qu'on ne reconnaissait plus la France dans laquelle on avait grandi. Et je reprends la formule de François Bayrou. Lui a parlé de sentiment de submersion, et sentiment fait écho évidemment à un sentiment d'insécurité. Mais convenez que ce mot submersion qui arrive dans la bouche du Premier ministre fait écho à celui que j'entendais il y a encore quelques années de grand remplacement, et à l'époque c'était un sujet absolument tabou, Jean-François Copé, des hommes politiques, et là encore ça retombe sur vous. Non, mais parce que ça m'énerve, en fait, c'est ce type de débat, submersion, pas submersion, tout ça c'est bien gentil, mais le sujet maintenant, il faut le traiter, il faut arrêter de pleurnicher avec des grands mots qui ne débouchent sur rien. Alors, François Bayrou, il fait partie de ces responsables politiques qui, de toute façon, n'ont absolument pas l'intention de faire quoi que ce soit, parce que je connais sa culture politique, ils n'ont
jamais, chez les centristes, ils n'ont jamais voulu bouger là-dessus. Et nous, à chaque fois qu'on a voulu faire des choses, les centristes ont fait barrage. Bon, alors donc c'est bien gentil. Tout d'un coup, on découvre qu'il y a un problème d'immigration. Ça fait des années qu'on en parle. Mais simplement, on mélange tout. Le véritable sujet, pour moi, le numéro 1, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Un immigré sur le territoire national qui bosse, qui respecte les lois de la République, qui contribue au développement de la France, pour moi, ça ne doit pas être le sujet. Voilà, le sujet, c'est les individus qui, immigrés ou non d'ailleurs, portent une atteinte majeure à l'ordre public dans des conditions aussi dramatiques que celles qu'on peut connaître aujourd'hui avec les trafics de drogue, avec les illégalités innombrables qu'on vit au quotidien et devant lesquelles l'État est totalement débordé. Et je le dis d'autant plus que moi je peux témoigner à Meaux d'avoir un parquet qui fait un travail exceptionnel, des magistrats qui siègent parfois sur des comparutions immédiates jusque tard le soir, des policiers nationaux et municipaux, on en a parlé vous et moi, qui se donnent un mal fou pour lutter contre toutes les formes de délinquance. Mais en réalité, sur ces sujets, je veux dire, quand le politique national dit il y a un sujet de submersion, mais on fera rien, parce que d'ailleurs il a tout de suite fermé le banc, en disant non, il n'y a pas de référendum, rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça que les gens supportent pas en réalité. On n'est plus dans le constat, on est dans l'action. Et dans l'action, les maires se retrouvent avec les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires locaux à faire comme ils peuvent, sans avoir les moyens et les supports juridiques. C'est ça notre sujet, c'est pas autre chose. J'entends, parce que j'avais reçu un homme assez remarquable d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Baptiste Bladier, dans ce studio. C'est le procureur de Meaux. Exactement, procureur de Meaux. Remarquable, exactement. avec un courage remarquable. J'entends. Et nous avons mis en place un continuum de sécurité, c'est-à-dire qu'on va de la police municipale jusqu'au parquet en passant par la police nationale, la protection judiciaire, l'administration pénitentiaire quand c'est nécessaire, mais aussi les services sociaux, les profs, les principaux de collège et de lycée. On fait un boulot remarquable. J'entends ce que vous dites. Des conditions où on manque de moyens, on manque d'effectifs. On a un palais de justice qui devrait être mis à neuf depuis 12 ans et qui n'est toujours pas fait parce que Madame Taubira à l'époque avait dit que comme le maire de Meaux était de droite, il n'était pas question de faire un palais de justice, donc le dossier a été retiré et ça fait 15 ans qu'on attend ce palais de justice. Voilà. Je prends cet exemple. Donc les magistrats travaillent dans des conditions épouvantables. Il y a des postes manquants. Tout ça est dingue en réalité. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de pouvoir pour tenir ça. Voilà. Et c'est pas aujourd'hui, avec une absence de majorité à l'Assemblée, pour encore 2 ans et demi, parce que ça va être ça l'histoire, pendant que tout le reste du monde se réorganise, y compris les Allemands qui auront réglé leurs problèmes politiques dans un mois, nous, on va être à la traîne sur tous ces sujets. Voilà. Et en tout cas, il nous avait convaincus, Monsieur Bladier, et je me souviens qu'il avait pris des chiffres très précis. Je crois qu'il avait dit, j'ai 17 ou 18 magistrats, et en Allemagne, le même procureur, avec la même surface et le même nombre d'habitants, on a 35 ou 40. Et encore, Pascal, parce que c'est vrai que c'est horriblement difficile, mais nous, comme on a installé 350 caméras, qu'on a une police municipale et une police nationale qui travaillent de la main dans la main, on a des taux d'élucidation des crimes et délits 2 fois supérieurs à la moyenne nationale. La moyenne nationale est à 28-29, nous on est à 52%. Vous voyez? Parce que on a mis ce continuum en place. Donc, dernière chose. C'est ça qui me paraît mis sur la table aujourd'hui. Dernière chose. Si vous étiez citoyen américain, vous auriez voté pour Trump ou pour Harris? Écoutez, le problème, vous allez dire que je tourne autour du pot. Oui, parce que c'est une question importante. Vous comprenez bien la question, ce qu'il y a derrière cette question. Je vous réponds 2 choses. D'abord, Trump, il a gagné parce que les Américains, ils avaient arbitré entre 2 folies. Voilà, le wokisme qui les panique et ils ont raison, et un Trump très irrationnel et ils ont choisi Trump parce qu'ils connaissent. Voilà, et que le wokisme, ils n'en peuvent plus. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que moi, Trump, il m'inquiète beaucoup pour l'Europe quand même, et pour la France. Parce qu'ils considèrent que l'Europe, ça vaut plus rien. Oui, mais c'est pas la question. Non, mais c'est pas la question. La question, évidemment, qu'on est inquiet. Non, parce que si vous étiez citoyen, mais non, Jean-François Copé, c'est pas ma question. Si vous étiez citoyen américain, par définition, vous vous fichez de l'Europe. Si vous êtes citoyen américain, en fait, est-ce que vous adhérez à la politique de Trump? C'est ça la question. Je ne sais pas, parce que la politique de Trump, elle a des très bons côtés au sens où effectivement America's First, et ça me va très bien. Mais elle a aussi des mauvais côtés parce que quand on est la première puissance du monde, on a le devoir de regarder ce qui se passe dans le reste du monde, voilà, et que quelque part cet isolationnisme
ne correspond pas à mon idée de ce que doit être le grand peuple américain. Voilà. Eh bien, merci. Merci, c'est toujours un plaisir, en tout cas, d'échanger avec vous. Il faut que vous reveniez nous voir avant la fin de la saison. Et sur CNews également. Je crois qu'on vous a pas reçu sur CNews en direct. Donc, ça serait bien que vous veniez. Non, je suis venu une fois ou deux, mais effectivement, ça fait longtemps. Ouais, je vais revenir. Je dirais trop longtemps, si vous me permettez, monsieur Copé. Trop longtemps. À bientôt.